À Plaisir et Vin, cette semaine, nous recevons M. Dominique Bernier de Loginov qui va nous parler de son produit Viridem. Bien, bonjour, Dominique. Bonjour, Dominique Martin. Bernier. On parle de Loginov. On parle aussi de Viridem. Exact. Viridem, c'est le produit. Loginov, c'est la compagnie, l'entreprise. C'est en plein ça. C'est quoi? En fait, Viridem, c'est une plateforme qu'on a développée. C'est un logiciel OK. qui permet aux entreprises de réellement passer au sans-papier. Le défi que vivent les entreprises, c'est qu'ils reçoivent aujourd'hui beaucoup de documents électroniques, mais pour pouvoir les traiter, en faire l'approbation, ils doivent les imprimer, ils les manipulent, ils les passent d'une personne à l'autre, ils les perdent. Voulez-vous qu'on en parle? J'imagine que c'est une réalité ici C'est aussi. incroyable. Ouais. Donc, cette plateforme-là va extraire automatiquement l'information de ces documents-là en format électronique, puis va pouvoir mécaniquement traiter 90 de ces documents-là sans intervention humaine. OK. Et va envoyer le 10 qui va nécessiter une intervention humaine aux bons êtres humains pour prendre une décision, puis va les aider dans la prise de décision. Et c'est parti où de cette idée-là? En fait, l'idée de base, c'est que quand j'ai parti ma première entreprise, il y a 15 ans de ça, je trouvais ça illogique de payer quelqu'un, donc de dépenser de l'argent à gérer de l'argent que je devais. Donc, je me suis dit, ça fait pas de sens de payer quelqu'un à gérer des payables, alors que on envoie tout le temps un bon de commande au fournisseur ou on s'entend toujours avec le fournisseur avant de recevoir la facture. Puis, on a quelqu'un qui assemble ces documents-là, qui valide 90 sont conformes et qui va faire une entrée manuelle des données dans le système. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne peut pas mécaniser ces tâches-là? Et dans un cadre, aujourd'hui, de pénurie de main-d'œuvre, et on va se dire les vraies affaires, comparer des documents, assembler des documents et les rentrer dans un système informatique à la journée longue, ça n'a rien de passionnant. Non, vraiment pas. Donc, c'est ça. On a mécanisé ça, puis ça nous a ouvert d'autres horizons. Donc, maintenant, tout ce qui est document en entreprise qui nécessite un processus quel qu'il soit, bien, on peut mécaniser ce processus-là et aller chercher une efficience qui est importante là, dans les entreprises. Mais ça part d'où, là? On est une bonne informatique ou d'où ça part, là? À la base, je suis un informaticien, OK. je suis un programmeur, mais j'ai une forte tendance à aimer les problèmes. Je carbure aux problèmes et à chercher des solutions, évidemment. Donc, je voyais beaucoup de problèmes reliés alentour des documents qui se promènent, qui se perdent, les gens qui passent le temps à imprimer et l'aspect environnemental aussi, là. Je veux dire, on imprime du papier pour le jeter quelques jours plus tard ou en tout cas l'archiver, mais bref. Garder pour jeter plus tard. C'est à peu près Ouais, ça. c'est ça. L'espace plancher que ça nécessite. Bon, donc, en me penchant sur cette problématique-là, quand on a démarré Loginov en 2013, bien, la technologie était au point pour le faire comme je voulais le faire. Donc, on a commencé à développer ce produit-là. Puis aujourd'hui, on a un beau bassin de clients qui l'utilisent et beaucoup de gens qui apprennent ce qu'on fait. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ne savent pas que la technologie est rendue là. Il y en a même en démo qui nous ont déjà dit qu'ils allaient recommencer à croire au Père Noël après avoir vu notre solution. Donc... Mais c'est vraiment un système informatique, là. Oui. Ça n'a pas rapport du tout avec la compagnie Loginov, on pense maison, quelque chose comme ça. Ça n'a pas rapport. Hein? Non, effectivement. Loginov, c'est un nom qu'on a trouvé qui est la contraction de logiciel et innovation. OK. Nous, l'ADN qu'on voulait donner à l'entreprise ou l'essence qu'on voulait donner à l'entreprise, c'est d'innover tout le temps. Moi, j'aime pas ça, faire la même affaire deux fois dans la vie. Donc, dès qu'elle est mécanisée, je fais d'autres choses. Donc, le but, c'est de rester à l'avant-plan tout le temps. Puis, au quotidien, ça se transparaît parce que là, aujourd'hui, on travaille beaucoup dans les mécaniques d'intelligence artificielle, de deep learning. Ouais, donc, ça. on a les deux mains là-dedans. Là. Les gens en entendent parler puis ils ne savent pas trop comment ça s'applique. Mais pour nous, on va l'appliquer, par exemple, à dire on envoie un nouveau document que le système n'a jamais vu. Il va être capable de nous dire, par exemple, bien, c'est une facture, puis voici, j'ai trouvé sur le document les informations qui sont nécessaires pour le traiter. Fais juste me confirmer que j'ai bien fait ma job. Puis à partir de là, il va les traiter automatiquement sans l'intervention d'un être humain, par exemple.
OK. On va être capable aussi de détecter des tendances, comme on compare 2 dossiers clients, bien, le système pourrait dire le premier, il te paye toujours en retard, mais il te paye tout le temps. Occupe-toi-en pas. Le deuxième, lui, te paye toujours à temps, mais ça fait 2 mois qu'il te paye en retard. Lâche donc un coup de fil, il y a peut-être quelque chose, il est peut-être insatisfait, il y a peut-être des difficultés financières. Donc, lâche juste un coup de fil, voir ce qui se passe. Et ça le dit, là. Oui, le système va être capable de détecter des tendances OK. comme ça et diriger l'utilisateur vers les cas à s'occuper en priorité, disons, ou à prioriser dans le cadre du travail. Et au niveau entreprise, c'est bien reçu? Oui. La plupart des gens qu'on rencontre, au début, on avait une petite crainte là-dessus parce qu'on se disait les gens vont avoir peur de perdre leur job, vont avoir peur de se faire remplacer par une machine. Puis la plupart des gens qu'on rencontre, au contraire, nous disent on est essoufflé, l'entreprise est en croissance, il n'y a plus personne aujourd'hui qui sort de l'école qui veut faire ça. C'est une job qui n'est pas très palpitante. Donc, on vient amener de l'air aux gens puis leur permettre de mieux faire leur travail puis de faire des choses qui les valorisent beaucoup plus. C'est beaucoup plus valorisant pour un être humain d'appeler un fournisseur puis de négocier avec ou de prendre des ententes avec que de rentrer des données à journée longue. Donc, c'est très, très bien reçu en entreprise. On n'a eu aucun cas jusqu'à maintenant où est-ce qu'on a eu un blocage important OK. de la part des gens. Il y a une gestion du changement, évidemment, mais on s'en vient pas mal bon à aider les gens à faire cette transition. Au niveau terrain, là, ça se fait comment? Au niveau terrain, là? Sur le plancher, là, ça se fait comment? Là? Quand vous arrivez à une entreprise qui demande vos services, on fait ça comment? Généralement, puis ça revient à ce que je disais tantôt, on leur demande c'est quoi le problème qui vous fait le plus mal? Et souvent, ça va se situer alentour des payables ou des recevables ou au niveau de la production. Exemple, les dessins d'atelier que les gens doivent imprimer puis faire suivre la job en atelier. Bien, à ce moment-là, on observe où est la problématique, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut mécaniser comme tâche, qu'est-ce qu'on peut automatiser, et on regarde le gain qu'on va avoir aussi. Parce que c'est bien de mécaniser des choses, mais c'est pas tout qui est mécanisable puis qu'il y a un gain à mécaniser. Donc, on va évaluer le gain qu'il va y avoir. Et là, on travaille avec les gens pour écouter, leur demander si on pouvait mécaniser des choses dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous amène le plus de valeur à mécaniser? Donc, on va travailler vraiment avec les gens sur le plancher. Et les gens connaissent leur travail, ils connaissent leur job, puis ils savent c'est où que ça prend du temps puis que c'est inefficace. Donc, on va travailler avec eux autres. Puis là, on va mécaniser généralement le 20 de transactions qui amènent 80 du volume. On va mettre à on. Puis à partir de là, on forme la personne pour dire, bien, tes autres cas, voici quand ils vont arriver, ce que tu dois faire avec pour les mécaniser. Puis les gens deviennent autonomes pour utiliser la plateforme. Donc, c'est la beauté de la plateforme. Les clients n'ont pas à nous rappeler quand il y a des nouveaux cas. Ils sont formés pour savoir quoi faire avec puis comment les faire passer dans le système. Et là, vous avez une place d'affaires dans l'ouest de la ville? Exact. Oui. On est sur Notre-Dame-Ouest. On a racheté, pour ceux qui sont à Victoriaville depuis quelques années, ce qui était le concept Châtelaine quand j'étais plus jeune. Donc, on a actuellement 23 employés, là, incluant les actionnaires. Là. On a revampé complètement l'intérieur pour en faire des bureaux. Donc, on a 23 personnes aujourd'hui qui travaillent dans cet édifice-là. Avant, on était au centre-ville ici, sur Saint-Jean-Baptiste, pas très loin, mais on a vite été à capacité du local qu'on avait. Il n'y avait pas de possibilité d'expansion nulle part. Donc, s'est présenté cette opportunité-là. On a racheté cette bâtisse-là. Et là, on est en planification. On fait des plans et on regarde ce qui est possible de faire là, pour ajouter une annexe. Agrandir l'été prochain, parce que là, on ne peut plus faire de place par en dedans. Là. La seule solution, ça serait d'en asseoir 2 sur la même chaise. Puis c'est à peu près tous des hommes, ils sont pas chauds à l'idée. C'est pas difficile. Ils sont pas chauds à l'idée, donc pour faire de l'espace extérieur. Et avant d'arriver à l'émission tantôt, tu étais à Granby. Oui. Puis on travaille la France aussi. Exact. En fait, c'est 2 projets distincts. On fait beaucoup de conférences. J'étais à Granby parce qu'on fait beaucoup de conférences au Québec, dans différentes villes, pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait puis où est-ce que la technologie peut les aider en 2020. Les entrepreneurs qui ont des entreprises, c'est pas leur première priorité que de se tenir au courant de la technologie puis ils ont bien d'autres choses à faire dans le quotidien. Donc, c'est un peu sous une forme de lunch and learn, de dîner, habituellement. Puis on leur explique
où la technologie est rendue, puis comment on peut les aider avec cette technologie-là, puis on leur donne des cas appliqués aussi. Donc, ça nous aide, nous, à faire connaître notre technologie et ça donne une excuse pour les entrepreneurs pour dire, bien, je vais aller voir ce qu'ils font, ça prend pas beaucoup de mon temps, puis si c'est pour moi, tant mieux, sinon, tant pis. Donc, c'est une formule qui fonctionne très bien. Et l'autre projet, bien, on est en train de se développer un réseau de revendeurs-distributeurs en France. Ça c'est arrivé un petit peu par accident. On voulait... Bien, déjà, on était présent pas mal au Québec. Puis, à un moment donné, j'ai lu qu'en France, depuis quelques années, ils ont instauré une loi qui dit que tu ne peux plus faire affaire avec l'État si tu envoies des factures papier. Tu dois être électronique, c'est une obligation. Et ils veulent la décliner de plus en plus à l'ensemble des entreprises de la France pour éliminer la bureaucratie puis éliminer la consommation de papier. Papier. Exact. Donc, ça a été une opportunité. Puis, de fil en aiguille, bien, on a commencé à développer des revendeurs là-bas, distributeurs, puis... Puis ça va? Oui, ça va super bien. C'est un marché qui est différent du nôtre. Les Français travaillent à une vitesse différente et de manière différente. Il faut s'habituer à ça. Bien, nous, au Québec, on est très réactifs. OK. Tu envoies un courriel à quelqu'un. Ouais. Si tu n'as pas répondu en dedans de 2 jours, tu prends le téléphone, tu l'appelles. Ton courriel s'est probablement perdu ou la personne est absente, mais en tout cas, tu sais qu'il se passe quelque chose. En France, c'est très fréquent que tu vas envoyer un courriel à quelqu'un, puis il va te répondre 3 semaines, 1 mois plus tard, puis c'est tout à fait normal. Pour eux, c'est des délais qui ne sont pas problématiques, puis ils ressentent moins le besoin de donner un signe de vie immédiatement. Je vais te répondre quand je vais être rendu à te répondre, puis c'est pas plus compliqué que ça. Ah oui? Oui. C'est vraiment particulier. Culturellement, oui, il y a des différences. En tout cas, ceux avec qui on a travaillé, là, on voit beaucoup ça. Puis c'est correct aussi parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'un Français qui va déjeuner, parce qu'eux autres, évidemment, le midi, ils vont déjeuner. Ouais. Un Français qui va déjeuner ne prendra jamais moins qu'1 heure et demie pour aller déjeuner. Ah oui. Puis si ça prend 2 heures, ça prendra 2 heures, c'est pas grave. Par contre, ils ne sont jamais sortis du travail avant 6 heures, 6 heures et demie le soir. Donc, ils vont avoir des journées plus longues, mais ils prennent le temps de faire les choses plus que nous, on le fait ici. Là. Donc, ils ont un rythme de vie un peu moins effréné, en tout cas dans le sud, là où on travaille avec eux. Ils ont un rythme de vie beaucoup moins effréné que nous, on peut avoir. En 2021, 2022, le Ginov, on se voit où? C'est dur à dire parce que on a une croissance moyenne depuis les 3 dernières années de 30 par année, donc ça va vite. On est-tu capable de suivre? Oui, on est capable de suivre quand même. Écoute, on a la chance, le Ginov, d'être une bébite à 2 têtes, je vais dire ça comme ça. Parce que moi, je fais beaucoup le développement des affaires et la portion clientèle, mais mon associé, Daniel Boissonneau, lui, est au bureau puis il s'occupe vraiment de tout ce qui se passe à l'intérieur du bureau. Donc, c'est plus facile de faire de la croissance dans ce modèle-là que quand tu es une personne qui s'occupe de tout. Ah oui. Là. Donc, mais pour répondre à ta question, là où on se voit en 2021-2022, là, on joue dans le marché de la France, mais après ça, c'est une porte d'entrée pour nous autres vers l'Allemagne qui est très manufacturière. À côté. Exact. Puis vers d'autres pays qui sont très manufacturiers et qui sont très en avant du Québec sur la mécanisation puis l'automatisation. Et on se rend compte qu'il y a des produits qui existent là-bas, comme le nôtre. Mais la façon dont on a développé le nôtre, on l'a fait sans s'inspirer de ces produits-là. Donc, on amène une façon différente de faire les choses, puis, je vais dire, une fraîcheur, entre guillemets, dans le produit qui fait qu'il est beaucoup plus adapté pour les PME que ce qui existe là-bas. Là-bas, c'est beaucoup des systèmes qui ont été développés historiquement pour les grandes entreprises, avec des coûts grandes entreprises, puis une complexité grande entreprise, qui fait qu'il y a une niche qui n'est pas très exploitée là-bas, la niche des PME. Donc, pour nous, c'est un terrain de jeu là, qui est pas mal le fun. Qui est fort amusant. Oui. On peut s'amuser follement là-dedans. On peut s'amuser un bout de temps. Juste en termes de population, ils sont 8 fois plus que nous autres au Québec, dans 3 fois moins de territoire. Donc, le bassin n'est pas du tout le même. Donc, ça nous permet de... On navigue dans ça. OK. On pense prévoir autre chose au niveau configuration? Logiciel ou... C'est beaucoup dans l'intelligence artificielle qu'on va développer dans les prochaines années. Aujourd'hui, le logiciel est un collègue virtuel intelligent pour les êtres humains. Tantôt, ce qu'on veut que le logiciel fasse, c'est qu'il devienne en mode, comment je dirais bien ça,
proactive ou prédictive pour l'être humain, pour aider l'être humain à travailler sur les bonnes choses et s'occuper de tout ce qui peut être fait mécaniquement, mais sans que l'être humain ait instruit le logiciel pour le faire. Que le logiciel soit en mesure de détecter là où il y a des failles, puis puisse en aviser l'être humain sans même que l'être humain ait eu à chercher ces failles-là. OK. Donc, un exemple, dans le système, il y a une mécanique de flux de travail, où est-ce qu'on va mécaniser, où on va dessiner le flux de travail. Bien, on veut que le système soit en mesure de dire l'employé A prend 4 heures pour faire une tâche, l'employé B en prend 8 pour faire la même. Attarde-toi à un des deux. Il y en a un des deux qui soit escamote ou l'autre qui n'a pas les bons trucs pour le faire, mais il y a une différence de temps, en tout cas, entre les deux. Donc, piste d'optimisation d'un côté ou de l'autre. Là. La nuit, tu dors-tu? Très bien. Oui. Mais on ne doit pas arrêter de penser. C'est un drôle d'anecdote parce que depuis plusieurs années, j'ai toujours un pad puis un crayon sur ma table de nuit. Puis ça m'arrive de me réveiller, d'avoir une idée, de l'écrire, de me rendormir. OK. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me réveiller le matin, puis il y avait des trucs décrits sur le pad, mais je me rappelle pas du tout m'être réveillé pour les écrire. Donc, ça arrive que le cerveau continue à travailler. C'est-tu facile d'avoir des gens dans la région, des gens en région qui travaillent là-dedans? Puisqu'on parle de Montréal souvent, on parle de New York, Québec ou Bien, je vais... dans votre domaine, là? Oui, je vais prêcher pour ma paroisse parce qu'on a un très bel écosystème, un très bel environnement à Victoriaville qui fait que, bon, c'est sûr qu'on a des employés, la plupart ont tendance à nous comparer à Google ou à Microsoft en termes d'infrastructure. Évidemment, on n'est pas là, mais notre façon de gérer qui est très transparente, puis notre manière de dire, bien, nous, c'est un travail d'équipe qu'on fait. C'est pas 2 boss puis des employés, c'est une équipe. Fait que, et l'environnement de la ville de Victoriaville qui offre, je veux dire, plein de choses pour les gens, puis tout ce qui est conciliation, travail-famille, nous amène à une situation où est-ce que non seulement c'est assez facile d'embaucher, je touche du bois parce que c'est cyclique, mais en même temps, on a une très belle rétention aussi. Les gens aiment beaucoup travailler chez nous, sont contents de travailler chez nous, puis notre taux de rétention est très grand. Donc, ça va très bien côté ressources humaines. Là. Mais on travaille surtout sur le produit Viridem, qu'on appelle, là, Viridem. Exact. On a commencé en faisant du développement sur mesure en 2013. Donc, un client qui nous disait, par exemple, je voudrais un logiciel qui fait telle chose et ça n'existe pas sur le marché, je ne l'ai pas vu, peux-tu me le développer? Donc, on développait, par exemple, une solution pour un client qui était très adapté à ses besoins. Puis, on a commencé en même temps à développer Viridem. Puis aujourd'hui, l'entièreté de notre personnel, ou à peu près, on supporte encore des clients du passé, là, évidemment, on ne les abandonne pas. Mais l'entièreté ou à peu près de notre staff travaille sur Viridem, puis on en embauche régulièrement. Il y a assez de travail dans ce produit-là pour perdurer encore plusieurs années. Je crois beaucoup aussi à l'idée d'être niché spécialiste dans quelque chose plutôt que Jack of all trades. Oui. Il y a des gens qui nous disent « Peux-tu héberger mes serveurs? » Non, on ne fait pas ça. On va te présenter à des gens qu'on connaît qui le font et qui le font bien, mais nous, on fait du développement logiciel, puis on mécanise des processus, on optimise des processus. C'est ça notre raison d'être. OK. Puis vous avez des clients locaux, en plus, qui vous font confiance depuis des années, là. Oui. J-Hull, par exemple. Exact. J-Hull, pour ne pas les nommer. TechLift, qui utilise aussi beaucoup notre solution. Vivaco, ici à Victoriaville, avec qui on a développé la première version de la solution. Ah oui, OK. Parce que des payables, nous, on est une entreprise de service. Fait que quand j'en reçois 30 par mois, facture payable, le mois a été long. Tandis qu'eux, ils en reçoivent entre 15 et 20 000 par mois. Donc, c'était pour nous un bassin intéressant pour bien maîtriser les besoins, mais aussi avoir du volume pour tester la machine. Donc, on travaille beaucoup avec ces clients-là là, pour... C'était un bon départ avec eux, là. Oui, c'était... Puis, il y avait de l'ouverture aussi à le faire en collaboration, puis nous aider à développer ce produit-là. Donc, pour eux autres, c'était naturel de dire, bien, on veut une solution, on va vous aider à la développer. En même temps, elle va ressembler à ce qu'on veut, à ce qu'on a besoin. Donc, la coopération était excellente, là. Ah, c'est bien. Oui. À part ça, Dominique Bernier est impliqué dans les Richelieu. Oui. La mi-temps. Oui. Quand même. On trouve du temps là-dessus.
Bien, on en trouve parce On en que trouve? c'est des causes c'est deux causes, en fait, qui sont là pour aider les enfants. Oui. Le Club Richelieu, ça fait 7 ou 8 ans que je suis membre. Puis, c'est un de mes amis, François Dernay, à un moment donné, qui m'a approché qui dit « Écoute, ça te tente-tu? On se fait des soupers, on organise des activités, on ramasse des fonds pour la jeunesse dans le besoin. » Puis, j'ai dit « Je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air. » Finalement, c'est une super belle gang, puis c'est le fun ce qu'on fait, les activités, puis l'argent qu'on ramasse, puis les dons aussi que le club fait. Au moment où l'émission passe, il y a eu le vin fromage. Oui, vendredi passé, Ouais, exactement. OK. Donc, ça aussi, c'est une super belle soirée. On a historiquement entre 280 et 320 convives. Puis c'est un party, puis on ramasse d'année en année aux alentours de 15 000 net qu'on redonne entièrement à des causes là, OK. de la région. Là. Il n'y a pas de frais d'administration, il n'y a pas de... Tout est redonné Tout bénévolat. entièrement. Exact. Puis la mi-temps. La Pourquoi la mi-temps, mi-temps? c'est un peu le même principe. C'est un de mes amis qui a dit, écoute, eux, moi aussi, le CA de la mi-temps est divisé en deux types de personnes. On a des gens du milieu ou des parents qui sont dans le milieu d'aide à l'enfance différente. Et on a des gens du milieu des affaires pour amener un peu la complémentarité entre les deux. Et il y avait quelqu'un du milieu des affaires qui quittait pour aller faire autre chose, être sur un autre... un moment donné, on a donné beaucoup dans des causes, on change de cause. Donc, un ami m'a approché, puis il a dit « Ça te tente-tu? » J'ai dit « Oui, je vais y aller, je vais essayer ça, puis je vais voir comment ça se passe. » Puis ça aussi, ça fait 5 ou 6 ans, puis... La mi-temps, c'est quoi, vraiment? La mi-temps, c'est... À Richelieu, on connaît un peu plus ça, là, mais la mi-temps, un peu moins. Oui. La mi-temps, c'est une maison ici à Victoriaville qui est adaptée pour... moi, je les appelle les enfants exceptionnels. Donc, les enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle, déficience physique. OK. Bon, tout ce type de particularité-là. Et ils vont donner beaucoup du répit pour les parents. OK. Donc, un parent qui dit, moi, là, je voudrais partir une fin de semaine avec mon amoureux, puis je veux être sûr que l'enfant soit correct. Bien, on a des intervenants formés pour ça à la mi-temps. Donc, ils vont prendre en charge l'enfant pour le week-end et le parent peut partir tranquille en sachant qu'il y a des intervenants médicaux, des intervenants de toutes les spécialités nécessaires là, qui sont sur place. Et la maison est adaptée pour ça aussi. Donc, C'est un peu ça la plus grande demande, hein? Du répit. oui. C'est ça que les gens veulent, du répit. Pas de l'argent nécessairement, du répit. Puis, exact. Un break. Oui. Puis, il y a un grand trou au Québec. Un break. À partir de 21 ans, il n'y a plus rien pour les parents qui ont des enfants qui sont, par exemple, autistes. Bien, les enfants sont encore autistes à 21 ans, ne sont pas encore autonomes. Ils ne changent pas, là. Ils ne changent pas, je veux dire, leur processus est le même et il n'y a absolument rien pour les gens de 21 ans et plus. Donc, il y a un projet qui est en branle où est-ce qu'on essaye de mettre en place quelque chose et ça va être itératif, mais pour essayer de faire une première un peu, puis trouver un cadre de vie pour ces enfants-là différents de 21 ans. Je les appelle des enfants 21 ans et plus parce que souvent, ils ont encore leur cœur d'enfant puis ils ont encore leurs habitudes d'enfant, puis... Mais ils ont besoin d'un encadrement. Il y en a qui sont semi-autonomes, il y en a qui ne le sont pas du tout. Donc, Mais tu as vraiment un attachement un peu envers les jeunes. La jeunesse. Tout à fait, tout à fait. Puis souvent, les gens me demandent, as-tu un enfant autiste? Pourquoi tu t'impliques dans ça? Non, pas du tout. Mais j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants, par contre, qui étaient tout à fait fonctionnels. Fait que je me dis, pourquoi je ne m'impliquerais pas à aider ceux qui ont eu, entre guillemets, un petit peu moins de chance, bien qu'ils ne le voient pas comme ça, là, mais pourquoi je ne m'impliquerais pas là-dedans? Donc, ça encore là, c'est arrivé un peu par accident, ces implications-là, puis... C'est des causes qui... C'est des causes qui me tiennent à cœur. Qui portent à cœur. Exact. Puis est-ce qu'on est capable de transférer ça un peu à la relève ou à l'équipe? Ou... Oui, c'est vraiment toi, là? Oui, c'est vraiment moi pour ça. Puis pour le moment, je n'ai pas un besoin de transférer, mais ça va sûrement arriver à un moment donné. Puis oui, il y a des gens dans l'équipe qui ont cette fibre-là aussi. Donc, OK. Ton équipe, ça se situe en quoi, l'âge... la tranche d'âge? Je suis un vieux de la vieille. C'est eux? Oui. Okay. La moyenne d'âge, je ne l'ai pas calculé, mais ça doit être entre 25 et 30 ans. Là. Ah oui? Donc, oui, c'est des jeunes adultes pour la plupart. À cause de l'informatique? Oui, à cause de l'informatique. Puis des nouvelles technologies aussi, beaucoup qu'on utilise.
Le plus vieux chez nous doit avoir 45-46 ans. Donc, c'est Des beaucoup. gens de Victo? On en a d'un petit peu tout partout. On en a de Victoriaville, on en a qui sont allés dans les grands centres et qui étaient tannés de la vie des grands centres, donc qui veulent revenir en région, puis qui voient qu'on existe, qui viennent s'établir à Victoriaville. Donc, on en a de différentes régions du Québec. OK. Donc, Mais ils aiment ça, Victo. oui. Oui, la plupart choisissent le Ginov, mais choisissent aussi Victoriaville. Donc, c'est une chance qu'on a d'avoir une ville qui est dynamique. Dynamique, là. Oui, absolument. Puis elle écoute aussi beaucoup des besoins des citoyens. Tu sais, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, je ne voudrais pas comparer, mais ici, on le sent beaucoup. Oui, absolument. Ouais. Eh bien, on apprend quand même beaucoup. Hein? Je savais même pas ça. Ah, bien, c'est notre J'ai lu défi. un peu, là. J'ai eu de l'information un peu sur la compagnie, là, mais je savais même pas ça. C'est notre défi de se faire connaître et de faire connaître ce qu'on fait parce que c'est un peu ésotérique, là, donc... Oui, absolument. Ouais. Sinon, t'apprécies le vin? Il est excellent. Oui. Oui. Un ripasso italien? Oui, excellent. Amateur de vin? Oui, Ouais, amateur, santé. oui. Amateur? Pas connaisseur, mais amateur, oui. On aime ou on n'aime pas, là? Oui, c'est ça. Facile. Après tout, c'est du jus de raisin, hein? Oui, absolument. Un Ouais. ripasso. Puis si on a présenté des carafes ici qu'on vend à la boutique du Bistrot Le Luxe, Oui. je pense que le vin, tu sais, qui est enfermé là-dedans, on parle de 2017, depuis 2 ans, dans la bouteille, bien, 3 ans bientôt, là. On aime ça le faire respirer. Alors, la carafe, je pense que c'est parfait. Super le fun. Il y en a de tous les modèles. Puis c'est important que ce soit le vin soit jeune ou un peu plus vieux. C'est fort... Bien, je pense, en tout cas, de mon expérience, tout vin a intérêt à être carafé. Ben oui, Va ben oui. aller chercher quelque chose de différent. Ben oui. Et je trouve que c'est très convivial d'avoir une carafe sur la table Ouais, c'est plutôt beau. qu'une bouteille. C'est plus Ouais. fun. La carafe se promène, puis ça a une thématique Bien, souvent, on va mettre la différente. carafe puis on va mettre la bouteille de vin à côté pour qu'on sache ce qu'on boit, Oui, mais on sert le vin dans la carafe. exact. Alors, on s'amuse là-dedans. Puis c'est ça, j'étais allé en France en décembre passé, puis j'étais parti un petit peu d'avance, puis j'étais allé dans le coin du Jurançon, puis par hasard, je suis tombé. C'était porte ouverte chez les vignerons. Ah Donc, oui? il y avait Quel hasard. 52 vignobles porte ouvertes une journée. Donc, j'ai évidemment pas pu tous les visiter, mais Effectivement. il y avait des belles découvertes à faire là. Tous les vignobles ou tous les vignerons avaient fait venir un petit band. Il y avait des tables de dégustation. Il y avait différentes activités à l'aveugle. Et là, bien évidemment, tu sais comment ils sont, les Français. Ils ont toujours une histoire à te raconter. Ben oui. Surtout Ben oui. si tu as un accent qui n'est pas le leur, là, ça les craint. Donc, Ben oui. Absolument. ça a été une fin de semaine superbe là-bas. Eh bien, ça m'a fait plaisir de te découvrir. L'entreprise aussi. Merci. D'ailleurs, on a appris beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir en parler. Et ça va être vu, écouté amplement. Alors, c'est ce qu'on souhaite. Merci Puis beaucoup souvent pour en France, l'invitation. moi, tu me le dis. Oui, bien, j'ai cru comprendre que tu avais un contact ou deux là-bas. Ouais, j'en Des ai. fois, pour avoir un guide, quelque chose, je te pas ferai trop, je vais y signe. aller. Pas de problème. Sinon, bien, santé et Santé, succès. Marcin. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci.